Michel Odoul viendra nous parler du sujet. Enfin, eh bien, l'enfant roi, ça fait peur. On se dit qu'aujourd'hui, on leur laisse trop faire. Eh bien, nous avons un pédagogue qui dit non à nos méthodes qu'il trouve encore trop rigoureuses. Il faut aller encore plus loin dans la liberté. Ramin Farenji est avec nous. Une école étonnante, une école qui va faire du bruit, ou disons qu'on peut présager qu'elle fait du bruit, puisque les enfants, est-ce la pagaille, font exactement ce qu'ils veulent. Ramin, bonjour. Bonjour. Alors, vous étiez professeur traditionnel, les mathématiques. En mathématiques, on est bien ensemble, jeu de mots facile. Et pour autant, un jour, vous faites un voyage et vous changez d'équation. Oui, j'ai eu le déclic à un moment donné où j'ai appris que le programme n'est pas obligatoire, l'école n'est pas obligatoire et qu'on peut s'en passer et faire tout à fait autrement. Oui, mais votre expérience d'enseignant, dans un premier temps, vous aviez eu quelques rebelles qui vous dérangeaient, vous aviez quelques-uns qui avaient toujours le nez dans les étoiles et vous êtes dit comment les intéresser. Qu'est-ce qui vous a fait remettre en cause la pédagogie telle qu'on la connaît, pas se contenter d'un petit aménagement ? C'est surtout la deuxième, c'est surtout l'ennui. Je voyais qu'il n'y avait aucune motivation réellement de faire des maths et de la physique. C'était vraiment principalement se préparer au diplôme. Donc j'étais avec des élèves motivés pour se préparer aux examens, mais clairement, la motivation pour la matière n'était pas là du tout. C'est-à-dire qu'on n'était pas dans la fête de l'esprit, on était dans l'effet perroquet. C'est ça, c'est l'évaluation qui guide en fait l'action des jeunes et ils ne sont pas réellement intéressés par ce que je leur présentais. Vous voudriez que les matières que l'on apprend soient des friandises, qu'on les dévore comme une pâtisserie? J'ai envie de dire que pour moi, les matières scolaires en fait, n'ont pas tant d'importance que ça. Effectivement, pour moi, ce qui est important, c'est de s'amuser et de s'enrichir, de faire en sorte d'avoir la chance d'agiter son esprit et ses neurones. Oui, en tout cas, de s'enrichir dans l'enthousiasme, parce que je pense que c'est l'engrais naturel dont on a besoin pour réellement apprendre et que sans ça, c'est juste peine perdue. Je suis d'accord avec vous, j'ai tenté d'élever mes deux filles sous ce sceau-là. Il n'en reste pas moins que quand on a des élèves venant de familles différentes, que l'on assigne quand même un horaire. Ils doivent être là à un moment donné. Oui, d'ailleurs, à l'école dynamique, ils arrivent... Voilà, l'école dynamique, ça c'est son titre. C'est ça, donc ils arrivent à 9h30 le matin. Et celui qui arrive à 40 ? Celui qui arrive à... Alors, ils peuvent arriver en fait entre 9h30 et 11h. Ils ont une plage horaire assez large pendant laquelle ils peuvent arriver. Oui, effectivement, oui. Et en fait, à partir du moment où ils viennent, oui, chaque journée est extraordinaire. Ils vivent absolument tout ce qu'ils veulent. Alors, c'est pas non plus le concept de l'enfant roi. La formule m'a un peu non, mais c'est à dessein. C'est oui, à dessein que j'ai utilisé. Mais du coup, j'ai réagi en disant qu'en fait, il y a des limites à la liberté individuelle. C'est justement ça qui définit ce qu'est la liberté. C'est ses limites. Et c'est les limites du respect de l'autre, évidemment. Et donc, il y a une réunion quotidienne qui se tient, qui s'appelle la commission d'enquête et d'arbitrage dans cette école, où on étudie les situations où on sent que quelqu'un a abusé et s'il a été hors limite, il y a des sanctions qui sont décidées par le groupe. On va essayer de se mettre dans la situation avec vous. Vous avez créé l'école il y a 2 ans, il y en a une à Paris. Alors c'était il y a 3 ans l'école dynamique. Voilà, et puis maintenant il y a des petites sœurs déjà. Oui, il y a une 40aine d'écoles ouvertes aujourd'hui. Bon. Ils sont combien par classe et de quel âge à quel âge? C'est un groupe polyforme, ou polyâge, ils ont entre 5 et 10 ans? Comment ça se présente? Alors non, c'est un collectif d'âge mélangé, à peu près à partir de 4-5 ans jusqu'à 19-20 ans. Il n'y a pas vraiment de limite d'âge carrément. Dans le concept. Oui, oui, on pourrait même imaginer une école où en fait, tous les âges sont présents. Mais pas dans la même classe. Et c'est même pas un concept de classe, c'est un concept d'espace. Un espace, voilà, dans lequel on est réunis, un lieu qui ressemble à une sorte de grande maison avec une bibliothèque où il y a des livres, il y a des ordinateurs, il y a une salle de musique, il y a une salle où on peut danser, bouger et jouer, voilà. Attendez, parce que tout ça c'est tellement fou. On va essayer de dépecer. Malheureusement, on n'a pas 1 heure et ça demanderait peut-être ce temps-là pour bien comprendre. Ils arrivent, c'est le jour de la rentrée. Ce jour-là, ils font un effort. Ils sont tous présents à 9h30. Vous leur dites quoi? Ils n'ont même pas besoin de faire un effort, ils sont libres de venir jusqu'à... Oui. Non, mais il va bien falloir leur tenir un discours, leur expliquer comment ça va. Mais même pas, ils arrivent les uns après les autres et ça ressemble à cet espace où chacun vient, se met à l'aise, rentre en contact à nouveau avec les copains qu'il a laissés avant les vacances scolaires et puis les contacts se nouent à nouveau et la rencontre se fait. Au départ, vous étiez 6, 5 profs dans l'école. Ils sont toujours 5? Alors, on était 2 anciens enseignants, un qui travaillait dans l'éducation populaire, un qui était anciennement photographe et une qui était chercheuse en éducation. Bon, alors, là, les enfants, l'échelonnage, c'était quoi?
De 5 ans à combien? Oui, c'était même 4 ans jusqu'à 16 le plus grand. Bon, alors comment vous faites là? C'est le coup d'envoi, c'est la première fois. Celui qui a 16 ans, il a quand même quelques petites notions, même s'il a beaucoup dormi dans les cours précédents. Et puis le petit, il cherche à s'émerveiller, mais il ne sait ni lire ni écrire. Alors il se passe quoi entre eux et surtout que leur proposez-vous à chacun? C'est ça la difficulté de comprendre cette école, c'est qu'on imagine, et c'est vraiment le mot école en fait qui nous mène pas vers la bonne direction et qui a tendance à nous faire prendre une fausse route. En fait, il n'y a aucune attente. Les adultes qui sont là n'attendent pas que l'enfant apprenne à lire à un certain âge et n'attendent pas que le jeune qui a 16 ans transmette son savoir à d'autres. On laisse les rencontres se faire au gré des envies et les amitiés se créer. Et l'école est juste une très longue conversation. C'est comme ça qu'on peut la... Oui, mais comment je vais devenir demain le prince des logarithmes en étant dans cette liberté-là, et puis comment je vais apprendre à écrire, et selon quelle méthode? Alors, il y a la fameuse méthode globale aujourd'hui que l'on met plutôt aux enfers, et c'est une bonne chose, mais vous enseignez quoi? Alors, cette école a 50 ans d'expérience aux États-Unis et puis des enfants même qui arrivaient dyslexiques en sortaient en fait en sachant parfaitement lire et écrire. Et en fait, le bilan, c'est qu'on ne sait pas comment ils ont fait pour lire et écrire et que ce soit la méthode syllabique ou globale ou autre, finalement chacun y va en tâtonnant. Alors les profs, ils font quoi? Ils sont là dans une position d'observateur? En fait, donc on les appelle les membres du personnel. C'est des membres c'est des personnes qui s'assurent du bon fonctionnement de l'école, qui sont garants de sa bonne administration, qui sont capables d'expliquer le concept aux parents et d'entretenir le lien entre les personnes. Et ils agissent dans ce collectif comme n'importe qui et ils nouent des liens complètement authentiques et sincères avec les enfants. Donc il n'y a pas cette relation d'éducateur-éduqué. C'est une relation de compagnonnage. Je veux vous comprendre quand même. Les logarithmes, moi j'ai enseigné 1 an les mathématiques. Ouais. Les logarithmes, ça ne se met pas dans le crâne comme ça facilement. Mais en fait, alors comment l'élève qui arrive à ce niveau d'instruction se tourne vers l'encadrant, si je puis dire, et lui dit, bah voilà, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Je ne sais pas pour vous, mais personnellement, je n'ai jamais utilisé les racines carrées ou les logarithmes de ma vie, donc on n'a pas du tout cette intention que tout le monde apprenne les logarithmes. Par contre, c'est totalement possible, si quelqu'un s'intéresse au domaine des mathématiques, qu'il arrive à aller à un niveau d'instruction et atteindre l'excellence. Il y a un exemple d'un jeune de 15 ans à Sudbury Valley School, qui n'avait jamais ouvert un manuel de mathématiques jusqu'à ses 15 ans. Et c'est à ce moment-là qu'il a commencé à s'intéresser à ça. Il est devenu professeur universitaire de mathématiques. Donc il n'y a pas vraiment d'âge pour commencer. Oui, tout seul. Comment moi, en plus, j'adorais ça, les mathématiques. Je ne vais pas vous raconter ma vie, mais j'ai passé mes week-ends à réfléchir sur le postulat de format puissance n plus b puissance n sera toujours différent de c puissance n. Mais bon, j'avais quand même quelques notions. Il est allé demander à un des adultes de l'école comment est-ce que je peux commencer. Cette personne-là, donc, qui avait été anciennement prof de mathématiques, lui dit, voilà, je te donne directement le manuel d'université. Si tu commences à la page 1 et que tu vas jusqu'à la page 1000, bon, bah, tu y arriveras. Et si tu as des questions à un moment donné, viens me voir. Et pendant 1 mois, il ne le voit plus. Et à un moment donné, il le voit surgir en disant, ah oui, page 253, j'ai une question, est-ce que tu pourrais m'éclairer là-dessus? Et puis après, il était reparti. Oui, il a fait son parcours tout seul. C'est-à-dire qu'il ne vient que de temps en temps? Bah, en tout cas, chacun est différent, mais cette personne-là a vécu cette expérience-là et ça ne peut qu'être une somme de témoignages. Et il y a peut-être des personnes qui auront besoin, pour apprendre les maths, d'avoir un accompagnement. Et alors, vous faites quoi à ce moment-là? Mais à ce moment-là, si on peut l'assurer qu'on a les ressources, on le fait. Et si vous ne pouvez pas, vous lui dites va voir ailleurs? Comment ça se présente? Et si on ne peut pas et qu'on n'a pas les ressources, bah oui, c'est la vie aussi. On ne peut pas tout avoir dans la vie non plus, c'est la réalité. Finalement, notre école est une immersion parfaite dans le monde réel tel qu'il est. Mais dans l'espace, au moment où les 45 élèves sont là, ils se racontent quoi? Il y a beaucoup de bruit, c'est un bruissement, il y a le calme, c'est un peu la pagaille, il y en a qui se mettent à chanter. Alors, ça dépend des salles. Il y a des salles qui sont justement dédiées à la pagaille et le bruit et tout ça pour qu'ils puissent se lâcher. Notamment les petits-enfants qui ont vraiment beaucoup besoin de bouger et de crier et tout ça. Mais il y a des espaces calmes et il y a même un espace silencieux pour que ceux qui ont besoin d'étudier, ceux qui ont besoin de travailler, comme le personnel de l'école, puissent le faire dans le calme. Donc il y a des règles, oui, il y a plein de règles, il y a 3-4 pages de règles et quand ces règles sont transgressées, on amène ça dans cet espace quotidien où on résout nos problèmes ensemble. On peut penser que ce soit formidable pour intégrer l'esprit civique, que l'on soit dans le respect de l'autre, dans l'attention à l'autre. Oui. Mais il y a quand même ce désir d'acquisition, mais simplement dans la jouissance du savoir. Oui. Et comment, à la fin, on peut intégrer, je ne sais pas, devenir un grand chercheur
Quels sont les exemples par rapport à l'expérience aux États-Unis? Il y a de tout qui est sorti. Il y a un exemple emblématique que j'aime bien, deux, je vais en donner, et que je raconte dans une de mes conférences, qui est un jeune qui a pêché pendant 5 ans, de 10 à 15 ans. Il s'est passionné de pêche et il a principalement fait ça de sa vie. Et puis, en fait, à un moment donné, il abandonne la pêche, il s'intéresse à l'informatique et il devient informaticien passionné et très, très bon là-dedans. Il fait carrière là-dedans. Une autre qui va vous intéresser, c'est Laura Poitras, qui a principalement fait de la cuisine et de la photo pendant qu'elle était à Sudbury Valley School, de ses 4 à 18 ans. Et finalement, elle a été chef cuistot pendant un certain temps. Et après documentariste, elle a quand même gagné l'Oscar du meilleur documentaire pour avoir fait le documentaire sur Snowden. Vous reviendrez, vous en direz plus, mais de toute façon, on peut découvrir cette utopie, si je puis dire, Ramin Faranji, pourquoi j'ai créé une école où les enfants font ce qu'ils veulent. C'est aux éditions Actes Sud. Merci. De toute façon, tout ce qui est innovateur mérite le détour. Bravo. Merci beaucoup. À bientôt et on reparlera d'autres sujets.